unique, inégalable. Il y a pas une voix sur terre qui ressemble à celle du Cheikh Naqshbandi qui vous a interprété Maoulay Enni Bibabika Qad Basato Yadi. Et j'ai le grand plaisir et le large sourire camouflé malheureusement derrière mon masque, avec lequel j'accueille mon invité. C'est une première en exclusivité pour le micro de RTCI. Si Khaled Chely, le nouveau président directeur général de la Tunisair. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Laissez-moi vous présenter Si Khaled Chely. Peut-être les gens de la Tunisair, les gens du ministère du Transport vous connaissent. Monsieur tout le monde ne vous connaît pas, donc je vais juste lire quelques lignes de votre CV. Vous êtes actuellement le président directeur général de la Tunisair depuis le 12 mars dernier, n'est-ce pas? Depuis le 15 mars. Le 15 mars. Le 15 mars. Donc en fait un mois. Ça fait un mois, effectivement. On est le 15 avril, voilà. Alors, vous êtes diplômé de l'IHEC. Oui. Vous étiez le représentant de Tunisair au Canada. C'est le dernier poste que vous aviez occupé avant de venir à la tête de la Tunisair il y a un mois. Vous êtes aussi l'ancien président directeur général de l'Office de l'aviation civile des aéroports, l'OACA. L'ancien directeur général de Tunisair Express, à deux reprises en 2012 et par la suite en 2012, c'était conjointement avec le poste de DGA de Tunisair. Il y a eu la vacance du poste, donc je l'ai occupé pendant 6 mois. Pendant 6 mois. 6 mois. Oui. Vous êtes aussi l'ancien directeur de l'Afrique du Nord à l'Organisation internationale du transport aérien. Oui, effectivement. Donc, j'ai rejoint IATA, donc l'International Air Transport Association, en 2005. J'étais le directeur pour la Tunisie et en 2009, j'étais promu le directeur pour l'Afrique du Nord, basé à Casablanca. Très bien, très bien. Donc, c'est un CV bien fourni et surtout bien spécialisé dans le domaine de l'aviation et dans le secteur de la Tunisair précisément. Apparemment, vous êtes la bonne personne. Et je vous souhaite beaucoup de chance pour remettre sur pied notre compagnie nationale, notre gazelle nationale. Depuis un mois, vous n'étiez pas arrivé les bras croisés, vous étiez en train, vous avez ouvert des chantiers, vous étiez en observation, vous avez tout vu, tous les secteurs, toutes les filiales, tous les niveaux. Comment est-ce que vous pouvez décrire aujourd'hui l'état actuel de la Tunisie? Comment est-ce que vous la regardez? Comment vous la voyez aujourd'hui? Il faut le dire, un mois pour quelqu'un qui n'est pas de Tunisair n'est pas suffisant pour connaître, disons, tous les aspects de Tunisair. Mais disons, je bénéficie de cet avantage d'être Vous êtes un membre de la famille. Voilà, de la famille. Je connais très bien Tunisair parce que, à part d'être le PDG de l'OACA, j'étais membre du conseil d'administration de Tunisair, représentant l'OACA. Donc je connais très bien les dossiers. Ça m'a permis d'accélérer un petit peu, disons, le processus de diagnostic. Je connais Tunisair aussi parce que j'ai participé de 2012 à 2014 pour l'établissement du plan de redressement. Parce que avant de venir du Maroc, quand j'étais au Maroc, j'étais appelé pour le poste de DGA et c'était justement pour contribuer avec mes collègues pour le redressement de la compagnie. Les problèmes, ils ont commencé pratiquement après 2012 avec la révolution. Donc la situation, tout le monde la connaît, elle est difficile et elle est compliquée. Mais elle n'est pas impossible. Elle est difficile sur le plan financier. Parce qu'on hérite déjà de 10 ans de difficultés financières qui ont commencé à partir de 2011 avec la révolution. Pratiquement, il n'y avait rien en termes de tourisme. Le trafic, il a baissé de 50% à l'époque de 2011. On a commencé à reprendre un petit peu 2012, 2013, 2014. 2015 avec les attentats terroristes qu'a connu la Tunisie. Bordeaux et à Sousse. Voilà, effectivement. Donc, on a encore une fois chuté de 60%. D'ailleurs, c'était tout le secteur du transport aérien, y compris le tourisme. On a commencé à reprendre un petit peu 16, 17, jusqu'à 2019. Mais malheureusement, malgré tous les progrès, on n'était pas en mesure de dégager des bénéfices. Parce que
la structure des coûts au niveau de la compagnie sont très lourds. Quand je vous dis en 2018, on a atteint un record en termes de passagers. On a fait 3,8 millions de passagers. C'est un record absolu au niveau du Tunisair. Mais malheureusement, on a clôturé le bilan 2018 avec un déficit. Avec un endettement. Avec un déficit et un endettement. 2019, on n'a pas fait un record en termes de passagers, mais on a fait un record en termes de chiffre d'affaires. Oui. On a atteint 1,6 milliard de dinars. C'est un record absolu. Jamais Tunisair n'a atteint un niveau pareil au niveau du chiffre d'affaires. Mais malheureusement, on ne va pas réaliser des bénéfices parce qu'il y a un endettement, il y a la structure des charges qui, comme je viens de le dire, elle est lourde. Et voilà, conjugué à tout ça, 2020 avec la crise Covid, justement, qui a anéanti tout le secteur de l'aviation dans le monde entier. Dans le monde entier, spécialement la Tunisie. Donc on part avec un lourd, poids d'endettement, de difficultés. Et voilà, cerise sur le gâteau, 2020, il arrive avec tous ces problèmes. On passe de pratiquement 3,4 millions de passagers réalisés en 2019 à seulement 900 000 en 2020. Oui. Du coup, et je ne vais pas prononcer des chiffres par rapport au déficit de 2020, mais il va être très lourd. Est-ce qu'on connaît le chiffre exact du montant de la dette de la Tunisair? On le connaît certainement. Donc, il dépasse les 2 milliards de dinars. D'ailleurs, monsieur le ministre, il a donc annoncé hier, il a annoncé 2,2. Donc, on est pratiquement à 2,2 milliards de dinars d'endettement. Cet endettement concerne des fournisseurs locaux, oui, dont principalement l'OACA. Pratiquement, la dette de l'OACA s'élève actuellement à 1 milliard de dinars. C'est presque la moitié. C'est presque la moitié. Voilà, donc c'est presque la moitié. Nous avons aussi la CNDP, la CNSS, donc il y a pas mal de fournisseurs locaux dont on est redevable donc plus de 1 milliard. Ce qui rend plus ou moins, si je peux me permettre de le dire, le fait d'avoir une grande partie de cette dette en local nous soulage un petit peu. Exactement. Nous soulage un petit peu parce qu'il ne faut pas prendre les chiffres tel qu'annoncé. Quand on entend 2,2, pratiquement c'est une mission impossible. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'avec l'OACA, c'est toujours l'État. Quel genre, par exemple, de compromis, d'accord, on pourrait avoir avec l'OACA? Tiens. Dans tous les cas, avec l'OACA... Je rappelle que vous étiez l'ancien boss de l'OACA. J'étais l'ancien boss de l'OACA, donc quand j'étais de l'autre côté de la barrière, j'ai toujours réclamé mon argent. Maintenant, vous changez de langage. Donc maintenant, je demande, disons, au PDG de l'OACA et au personnel de l'OACA d'être un peu clément. D'ailleurs, je salue par la même occasion tout le personnel de l'OACA et à leur tête le PDG, parce que sans cet appui, sans cette patience de l'OACA et de l'État tunisien, pour être honnête, parce que l'État tunisien, le gouvernement, il a joué un rôle très important pour apaiser la tension qui existait entre Tunisair et l'OACA. Parce qu'avec 1 milliard de dinars de dettes non payées, ça va affecter certainement l'OACA. Mais heureusement que l'OACA a encore une assise financière solide. Ils sont capables de surmonter cette crise plus que Tunisair. Donc, on s'est mis autour d'une table et on va négocier prochainement, dans un échéancier, une solution. Voilà, d'accord. Cette solution, donc, passe inévitablement par un soutien de l'État. Parce que Tunisair ne peut pas le faire, disons, du jour au lendemain. Donc, on parle d'un montant colossal. Donc, certainement, avec l'aide du gouvernement, au ministère des Finances, on va trouver une solution. Vous attendez à ce que le pouvoir exécutif injecte un montant respectable, un montant important il faut le dire, dans la caisse de la Tunisair? Sans un assainissement financier de Tunisair, rien ne peut être fait.
Qu'est-ce que vous appelez assainissement? L'assainissement financier, il va falloir... Pour ceux qui ouvrent la radio en ce moment, je reçois sur antenne Sikhal Cheli, le président directeur général de la Tunisair. Qu'est-ce que vous appelez assainissement? L'assainissement financier, donc il va falloir négocier avec l'État la dette de l'OACA. Donc est-ce que c'est l'État qui va prendre en charge cette dette? Est-ce qu'on va procéder peut-être à une augmentation de capital? Il va falloir faire une recapitalisation de la société. Il va falloir peut-être prendre certaines options par rapport aux avions qu'on possède actuellement, dans le sens, je vais expliquer un petit peu notre façon de voir pour le futur afin d'alléger la charge sur le gouvernement tunisien par rapport à l'acquisition des avions. Donc, juste pour annoncer qu'on est en train de remettre sur la table la question de sale and leaseback des avions. Je ne sais pas ce que vous connaissez le concept, je vais l'expliquer. Donc, il y aura certainement un allègement de l'effectif de Tunisair. Donc, on va passer par un assainissement social. On va revoir notre, présence au niveau de certains marchés à l'étranger. Il y a déjà un plan de sauvetage qui est mis en place depuis 2017-2018, je crois. Et justement, ce plan de sauvetage parle en partie de cet assainissement social, parle aussi de ces détails que vous venez de citer là. Est-ce que vous allez le maintenir? Est-ce que ce sera votre outil de travail avec les différentes commissions, avec l'UGTT, avec les syndicats? Parce que je sais que à partir de la semaine prochaine, vous allez vous mettre au travail des ateliers. Juste pour le mentionner, donc le plan social, l'assainissement social a commencé en 2014. D'ailleurs, en avril 2014, il y a eu un CMR qui a été dédié pour le dossier judiciaire. Il a été décidé à cette époque-là de consacrer 50 millions de dinars pour l'assainissement social. Pour combien d'employés? Ce n'était pas par rapport à des employés, mais c'était une contribution de l'État. Mais à cette époque-là, on parlait de 1700 départs à la retraite. Parce qu'en 2012... Un départ à la retraite anticipé, vous voulez dire. Parce qu'en 2012, l'effectif de Tunisair était de 8400 employés. Et aujourd'hui, Sikhal? On est à 6800. 6800. Voilà. Donc on est à 6800 déjà. Donc les départs qui ont lieu entre 2012 jusqu'à 2021. Avec les retraites à l'âge et les retraites anticipées. Non, pratiquement c'était des retraites à l'âge légal. Ah, d'accord. Donc il y a eu un départ de plus que 2000, donc on part de maintenant entre 8400 et les 6800, on est à 2600. 2600, donc vous allez me dire pourquoi c'est l'assainissement. Parce que le fait qu'il y a eu 2600, en principe, on ne va plus parler d'assainissement social. Non, Anna, j'allais vous poser la question. Et les normes, et la norme internationale, qu'est-ce qu'elle exige? Si on est aujourd'hui à 6800. Non, il n'y a pas, juste pour clarifier, et c'est très important. Et merci d'avoir... Parce que c'est un argument qu'on fait sortir à chaque fois, je le sais. Merci d'avoir posé la question, parce que souvent on parle de normes. Effectivement. Et on fait des comparaisons, alors que souvent on est en train de comparer l'incomparable. Voilà, expliquez-nous. Je vais l'expliquer. Les normes ne sont pas, disons, c'est pas une norme, c'est des références. Donc il n'y a pas une norme. Ok? Et pourquoi c'est des références? Parce que le modèle des compagnies diffère d'une société à l'autre. Quand on veut comparer, disons, par rapport à la France, dont le principal réseau, c'est le long courrier. On ne peut pas le comparer, cette référence, par rapport à Tunisair, qui à 80% c'est un court courrier. Donc en termes d'employés, en termes de PNC, de PNT, en termes de personnel, c'est pas la même chose. Par contre, souvent on nous compare à Royal Air Maroc. Oui. Et souvent, c'est comme si on le fait exprès pour dire qu'il y a un sureffectif inacceptable parce qu'au niveau de Royal Air Maroc, ils ont à peu près 50 avions avec 3000 et quelques employés. Alors, vous voyez, Tunisair, 7 avions, ils ont 7000 et quelques. Non. L'effectif de la Royal Air Maroc et de 3000 et quelques ne concerne que la société mère. C'est comme si on va parler maintenant que de Tunisair. On ne va pas parler du groupe. Parce que Tunisair, actuellement, on est à 3200. Donc l'ensemble du groupe, on est à 6800.
Donc la comparaison doit se faire par rapport à la société mère. Nous, on a sous-traité ou nous avons, disons, filialisé certaines activités, chose qui a été faite par la RAM 10 ans après. Maintenant, la RAM, donc avec les... La RAM, c'est la compagnie marocaine. La compagnie marocaine. Royal Air Maroc. Royal Air Maroc. Donc, il va falloir comparer le comparable. Il va falloir parler de référence plutôt que de normes. Il n'y a pas de normes. On ne peut pas comparer Tunisair avec une compagnie low cost, parce que Tunisair, c'est une compagnie classique, traditionnelle. C'est qui a, disons, plus que 70 ans d'existence. On fait le charter, on fait le régulier, on fait le long courrier, on fait pratiquement tout. La comparer par rapport à une compagnie low cost qui ne fait que, disons, des courts courriers et dont la qualité de service ou la nature de service est totalement différente de Tunisair. Par contre, un sur-effectif existe toujours et on va l'expliquer où on peut, disons, chercher à alléger l'effectif. On travaille, disons, 2019, l'année de référence est de 2019, on avait les 27 ou 28 avions. Donc les meilleurs chiffres, on les a réalisés voilà, en 2019. On les a réalisés en 2019, on avait pratiquement 24 avions de disponibles. Nous avons loué des avions, vous voulez dire. Oui, effectivement, voilà. Nous avons avec loué les 7 et 8, je crois, on avait une quinzaine d'avions qui fonctionnaient normalement. En 2019 En 2019 Non, on avait 21 et on a ajouté des avions pour le pèlerinage et pour une activité charter. Mais on a travaillé entre 22 et 24 avions en 2019. C'est pour cette raison que nous avons fait un chiffre d'affaires extraordinaire. Donc, combien d'avions nous avons loués? 3. Donc on avait une vingtaine d'avions qui fonctionnaient normalement en 2019, alors qu'on est qu'en 2021, 2 années après, on est avec 7 avions uniquement. Qu'est-ce qui se passe? On est avec 7 avions parce que le reste des avions sont actuellement au niveau du centre de maintenance. C'est parce que la crise financière s'est accentuée et devenue dramatique. Qu'on n'est plus capable de payer le fournisseur. Du coup, tous les fournisseurs ont stoppé l'approvisionnement. En pièces de rechange, vous voulez dire, c'est ça. Et les prix, bien sûr, ont triplé. Les prix ont triplé, les cours d'échange ont augmenté, donc ça fait, disons... Est-ce qu'on a des appareils qui sont cloués au sol parce qu'il y a une pièce qui manque? Oui, nous avons... Pour des futilités, donc des trucs pour être qui ne honnête, sont pas très graves, je veux dire. Pour être honnête, nous avons trois avions qui peuvent être réparés dans les 2 semaines à venir. Qu'est-ce qui leur manque? Des pièces. D'accord. On sera capable de les procurer? Ça y est, donc on l'a commandé. Donc je parle spécialement de l'Airbus A330. D'accord. Donc on a commandé la pièce, ça fait 2 semaines. Le montant n'était pas très important, mais le fournisseur exigeait un, disons, échelonnement de toute la dette. Chose que nous avons faite. Nous avons reçu la pièce. Elle sera montée d'ici demain. D'accord. Il y aura quelques travaux et d'ici la semaine prochaine, la 330 sera de retour. Très bien. On a aussi 2 autres avions A320 qui ne nécessitent pas, disons, de grands travaux. Donc, une fois on va commencer à payer les fournisseurs, on va certainement récupérer pas mal d'avions. Récupérer la confiance d'abord, et par la suite récupérer les pièces de rechange. La confiance, ça sera rétablie par le paiement. D'accord, par le paiement. Pour les fournisseurs, ils ont attendu pratiquement plus que 2 ans. Grâce, et je le dis, je salue le courage du gouvernement tunisien et la contribution aussi de notre partenaire social, le GTT, on a pu, recevoir un crédit qu'on a reçu, ça fait 1 semaine, donc l'État nous a aidé à avoir un crédit de pratiquement plus de 31 millions de dinars, je crois, j'ai les chiffres. Voilà, donc, 31 millions de dinars. Donc, mais est-ce que ça va à l'ensemble de la Tunisair, à l'ensemble du groupe, ou non, spécialisé à Tunisair Techniques? Voilà, effectivement. C'est juste pour les réparations? C'est juste pour les réparations, parce que le plus urgent, le plus important pour nous, c'est de récupérer et rétablir la flotte, parce que la saison, elle est pratiquement devant nous. Il nous reste seulement 2 mois. Il va falloir réparer 8 avions et même plus. Certains de nos avions nécessitent de grands travaux, énormément d'investissements. Donc, le Tunisair Techniques
on a commencé déjà à injecter de l'argent. Ils vont travailler jour et nuit pendant 2 mois afin d'être prêts pour la saison. Avec les 8 avions? Non, avec les 15 avions. Avec les 15 avions. Donc, je veux dire les 8 avions qui sont tombés au sol, je veux dire. Donc on a déjà les 7 autres, ils travaillent, ils fonctionnent normalement. Voilà. Non, je ne parle pas de ça. Donc, voilà. Donc, en tout et pour tout, la Tunisair est propriétaire de 15 avions? Non, on est propriétaire de 27 avions. 27 avions. Donc il y a 15 avions qui sont capables de voler d'opérer d'ici le mois de mois. Et le restant, c'est de grandes œuvres, de grands travaux. Non, les autres, il y a certains avions qui pratiquement, on les a mis, disons, en réforme. On ne va plus les utiliser parce qu'ils ont dépassé les 25 ans d'âge. Très vieux, c'est ça. Très vieux. Il y en a d'autres qui, avec tous les problèmes qu'on a connus en termes d'entretien et de réparation, ils vont nécessiter énormément d'investissement. Et pour nous, ce n'est pas judicieux d'investir autant d'argent pour les anciens. Donc, il y aura certainement, et ça rentre aussi dans le cadre de notre plan de restructuration, de céder et de vendre tous les avions qui seront mis hors service. C'est ce que vous avez appelé tout à l'heure sale and lease? Non, c'est pas ça? Le sale and lease back va concerner, disons, les nouvelles acquisitions. Comme vous le savez, au niveau de notre plan de flotte, nous avons prévu l'achat de 5 avions. De 5 avions. Donc, même les détails. Voilà, vous avez les 5 avions. Un avion sera reçu le mois d'octobre. Avec du retard, parce que c'était prévu de le recevoir un peu plus tôt, n'est-ce pas? D'ailleurs, tout le plan de flotte qui a commencé en 2008 a suivi des retards. Donc, on n'était pas en mesure d'honorer les engagements dans les délais prévus. Et en plus, il y a eu le Covid. À quoi ça sert de recevoir de nouveaux avions qui vont rester? Donc, on a préféré les recaler. Dernièrement aussi, donc, on a reçu un crédit grâce à l'aide de l'État pour financer ce qu'on appelle l'avance par rapport à l'avion qu'on va recevoir le mois d'octobre. Donc, le gouvernement a contribué d'une manière directe pour que Tunisair accède à un crédit qui s'élève à peu près à 50 millions de dinars, dont 31 seront destinés Tunisair Technics. Et c'est à nous maintenant de montrer à tout le monde qu'on est capable de lever le défi pour les réparations et l'entretien. Et je peux le dire, j'ai eu pas mal de réunions avec le personnel de Tunisair Technics. Il y a une volonté, il y a un engagement tellement fort qui me réconforte et qui, disons, me laisse à l'aise de dire les Tunisiens à l'étranger. Soyez confiants que Tunisair sera au rendez-vous pour votre voyage en Tunisie. Parce qu'on a eu pas mal de bruit qui court. Voilà, Tunisair n'a pas d'avion, ne sera pas capable d'assurer donc les voyages des Tunisiens à l'étranger. Ce n'est pas vrai. On est prêt. On va être à l'heure. On va faire de notre mieux pour garder nos ressortissants à l'étranger avec Tunisair. D'ailleurs, en principe, Inch'Allah, d'ici le 1er juillet, nous aurons une flotte qui comptera les 15 avions opérationnels, fonctionnels, et on les utilisera tous. Oui, effectivement. Et cette année, disons, on va faire quelque chose de spécial. On va, disons, avoir 16 avions. Mais 15 avions vont être programmés pour des vols commerciaux. Il y a un avion, on va le garder comme backup. C'est quoi le backup? On ne va pas l'utiliser pour des opérations commerciales, mais on va l'utiliser quand un avion sera, disons, indisponible, ou il y aura une panne imprévisible. Systématiquement, on va utiliser l'avion backup pour remplacer l'avion qui est en panne. Pourquoi? Parce que notre premier objectif pour 2021, et ça va être, disons, pour tout le plan de restructuration, c'est de rétablir la confiance avec notre clientèle. Ils en ont souffert énormément par le passé avec des retards qui parfois dépassaient les 24 heures. Donc on ne veut plus avoir autant de retard pour 2021. Donc il y aura un avion backup.
Cet avion donc sera utilisé seulement en cas d'indisponibilité d'avion ou en cas de retard, un problème qui va causer un retard de plus de 3 heures, donc on va engager l'avion. Ce 16e avion, il vient d'où? Donc c'est toujours au niveau de la flotte. C'est toujours au niveau de la flotte. Au niveau de la flotte. Oui. Donc on ne va pas affréter un avion pour le backup, mais on va faire un effort additionnel. Et c'est ça donc l'engagement et la volonté que j'ai ressenti au niveau du Tunisian Technics de faire de notre mieux pour récupérer ces avions en totalité, dont un sera programmé en backup. D'accord. Parce que je pense qu'on doit changer, on doit transformer. D'ailleurs, vous avez parlé un petit peu de qu'est-ce qu'on veut faire comme action corrective. Rétablir la confiance, améliorer la qualité de service. La qualité de service en termes de régularité de nos vols, en termes de la propreté de nos avions. Des appareils, on a commencé, ça fait 2 semaines, on a pratiquement complété le nettoyage de 2 avions. C'est une occasion en or, puisqu'on n'a pas de vol. Il vaut mieux justement nettoyer la maison de l'intérieur avant de reprendre l'activité, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une logique, mais malheureusement qui n'a pas été appliquée. Maintenant, on est conscient. Donc, on profite de cette baisse d'activité. Il y a pas mal d'avions qui sont cloués au sol. Donc, on a dédié des équipes pour un nettoyage complet de nos avions. C'est vrai que nos avions ne sont pas flambant neufs, mais au moins on doit assurer, disons, un minimum de propreté, et ce n'est pas un luxe. Donc le catering aussi, donc on est en train de travailler avec notre filiale Tunisie Catering pour améliorer le catering, spécialement avec le retour des vols sur la Libye. Est-ce que vous êtes au courant que... J'ai préparé une question sur ça, on va en parler justement, mais j'attends que vous terminez avec justement les préparatifs pour la saison estivale. Les préparatifs pour la saison estivale. Voilà. Donc, il y aura certainement, Inch'Allah, il y aura les 15 avions qui vont être programmés pour des opérations commerciales. On aura aussi un avion qui sera donc en backup pour assurer en cas de panne. On a lancé déjà des actions promotionnelles pour nos ressortissants tunisiens à l'étranger. On compte aussi faire une autre promotion plus, disons, alléchante par rapport à la première, parce que la première, donc, elle va finir aujourd'hui. Le 15 avril, c'était le dernier jour pour la promotion, été 2021. Donc, mais on a décidé, parce que avec le confinement qui a été décrété en France, la cadence de la vente pratiquement elle a chuté, elle a baissé et pratiquement on est à l'arrêt. On s'est dit, voilà, on ne peut pas priver donc les Tunisiens à l'étranger de cette action, mais maintenant on va faire quelque chose de différent. C'est pas les mêmes tarifs, mais on va lancer très bientôt une action pour 1 semaine avec des tarifs moins chers que ceux affichés pour la promotion, la dernière promotion. D'accord. Voilà. Je voudrais juste très rapidement revenir sur ces 5 appareils que compte acheter ou qu'a déjà acheté ou qu'a déjà entamé la procédure d'achat la Tunisair. Ils sont 5 appareils. Les termes sont bons. D'accord. Il n'y a pas de contrat déjà signé. Non. Contrat final. Ce sont des avions déjà achetés. Achetés. Oui, déjà achetés depuis 2008. Voilà. C'est la livraison, qui a été retardée et qui a été, disons, programmée par rapport donc à nos besoins, nos besoins commerciaux, mais aussi par rapport à nos soucis financiers. Nos capacités financières, effectivement, donc on n'a pas la capacité. Donc on aura un avion en 2021, il y aura 3... Au mois d'octobre, il arrivera le premier avion. Qui est quel avion? A320 NEO. D'accord. Dans tous les cas, les 5, ce sera des Airbus A320 NEO. Très bien. Est-ce que vous avez une idée sur le budget global de l'octroi de ces 5 avions? Le budget global... Qui arrivera progressivement, comme vous l'avez dit, d'ici 2023. Voilà. Bon, dans tous les cas, je vais vous répondre autrement. Ce n'est pas par rapport au budget, mais comment on va financer
cette acquisition. C'est une réponse très importante, celle-là, mais j'aimerais bien savoir le montant d'abord et par la suite, vous allez me dire comment vous allez faire pour avoir l'argent. Dans tous les cas, les prix des avions sont confidentiels, mais je peux vous dire, annoncer un petit chiffre. Donc, ça dépasse les 50 millions de dinars. D'accord. Okay. Ça dépasse le montant injecté par l'État ces derniers jours. Le montant injecté par l'État, c'est seulement par rapport à l'avion d'octobre. C'est une avance. J'ai bien compris. Voilà. Vu notre incapacité de financer toutes les nouvelles acquisitions d'ensemble, donc on va reprendre un dossier, à savoir le sale and leaseback. C'est quoi le sale and leaseback? Voilà, j'aimerais bien savoir. Donc nous, on a acheté les avions de Airbus. On n'a pas la capacité de les payer. Il existe sur le marché des options où on peut vendre les avions, les nouveaux avions. Donc on va les vendre à des sociétés. C'est des méga sociétés qui ont des 500 000 avions, qui achètent en masse des constructeurs, mais achètent aussi souvent des compagnies aériennes. Ils vous achètent l'avion avec le prix que vous avez payé et en même temps, ils vous le louent. Donc, on va l'acheter, on va l'acheter, disons, de Airbus, mais on va céder l'achat à cette société. Donc, c'est la société qui va payer la totalité du montant. Et l'avantage par rapport au sale leaseback, on va récupérer les avances que nous avons déjà payées à Airbus. D'accord. Ce qui va nous permettre, disons, d'avoir peu de liquidité. Voilà, en fait. Une bouffée d'oxygène en termes de liquidité. Très bien, mais par la suite, les avions seront la propriété de cette méga société étrangère. Et ça va durer combien de temps? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Ça, le temps que la Tunisair puisse, à travers les montants de la location, payer la totalité du prix et récupérer la propriété. Non. On ne parle plus de récupérer, c'est pratiquement, c'est ce que j'allais expliquer et c'est un point très important. La majorité des compagnies aériennes dans le monde, ils ont 70% de leur flotte en leasing. D'accord. On n'achète plus. OK? Parce qu'une chose importante, disons, à dire à nous, donc à l'audience, le transport aérien ne dégage pas de bénéfices. C'est pratiquement l'activité, disons, l'unique activité qui génère énormément d'argent, mais très peu de bénéfices. D'ailleurs, la marge au niveau des compagnies aériennes peut varier entre, disons, 3 à 5-7% maximum pour les compagnies vraiment très performantes, qui ont un horizon très étendu et qui sont très compétitives. Sinon, la plupart des compagnies aériennes sont des compagnies déficitaires. Donc, c'est pour cette raison, la majorité sont en train de faire recours au leasing, chose que nous allons faire. L'avantage du leasing, c'est d'avoir, disons, cette bouffée d'oxygène en termes de trésorerie en récupérant donc les PDP que nous avons payés. Les avances payées. On n'aura plus, disons, davantage d'engagement financier vis-à-vis des banques, parce que si on va financer par nos propres moyens, c'est-à-dire on va recourir encore une fois à des crédits, donc ça va alourdir davantage l'endettement. Donc c'est pour cette raison nous avons décidé au niveau de la société, ça a été entamé avant moi, pratiquement ça fait 2 ans, mais malheureusement ça n'a pas abouti avec le Covid, mais maintenant on va reprendre. Il y a un intérêt, disons, que ce soit du côté de Tunisair ou du côté, disons, des sociétés de leasing. Très bien, j'ai bien compris. Donc, le montant de ces avances qui ont été faites par la Tunisair, qu'on va récupérer, vont permettre à la Tunisair de rembourser sa dette? Une partie de la dette, oui. Une partie importante de la dette. Une partie très importante de la dette, surtout les dettes très urgentes qui peuvent bloquer l'exploitation. Et une autre partie, donc, va être utilisée pour l'exploitation. Mais la grande partie va être utilisée pour le remboursement des dettes, afin, disons, de débloquer pas mal de situations. Très bien. À partir du 27 avril, vous avez décidé de réouvrir deux lignes. Tunis-Tripoli, Tunis-Benghazi, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, une question qui peut paraître de nature politique, mais c'est vraiment dans l'intérêt de l'activité, c'est dans l'essence même de l'activité commerciale et sociale aussi de la Tunisair. Est-ce que la stabilité de la situation, l'amélioration de la situation à tous les niveaux en Libye va ramener encore une autre
petite bouffée d'oxygène pour la Tunisair. Oui, effectivement. Juste pour rappel, 2012, 2013, 2014, le marché libyen représentait 40% de notre chiffre d'affaires. Parce que entre la Libye et la Tunisie, les liaisons aériennes sont très importantes. À cette époque, on a fait 70 vols par semaine. On a ouvert Labrak, Tobruk, Sabha, Masrata. Donc il y a un vrai potentiel au niveau du marché libyen. Pourquoi nous avons décidé la réouverture? C'est pas seulement parce que la stabilité politique, pour être honnête, la stabilité politique au niveau de la Libye, elle est assurée. Il y a eu des équipes qui se sont déplacées à 4 reprises. On a fait des visites au niveau de Benghazi, on a fait des visites au niveau de Tripoli. Les rapports, et c'était des visites entre le ministère de l'Intérieur, le ministère du Transport, Tunisair, et pratiquement tous les intervenants au niveau de la chaîne de sûreté et sécurité. Donc, une fois la question de la sécurité et sûreté a été résolue. Et une fois, nous avons aussi résolu la question de la flotte, parce que le choix du 27, actuellement, il est plus ou moins conditionné par l'arrêt de l'activité au niveau de l'Europe. La France, avec la fermeture de la France, avec la fermeture de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, pas mal de pays sont en train de fermer. Donc la flotte, bien qu'elle est de 7, elle n'est pas très importante, mais elle n'est pas très bien exploitée. On a eu une forte demande de la part du marché libyen. Pratiquement, on reçoit quotidiennement des appels de la part des opérateurs, des agences. Pourquoi pas maintenant? On a résolu aussi la question de l'assurance. Et c'était un point crucial pour l'ouverture de la ligne. Parce que quand on a commencé à programmer la destination Libye, l'assurance s'élevait à $80 par passager. Avec la stabilité qui est revenue au niveau de la Libye, avec toutes les audits et les inspections que nous avons effectuées. Il y a une baisse des tarifs. Voilà, il y a eu une baisse des tarifs, ce qui nous a encouragés à programmer et pour être compétitifs par rapport aux compagnies libyennes. Donc, on a décidé de commencer avec 3 vols semaine sur Tripoli, 2 vols semaine sur Benghazi, mais juste après le Ramadan, ça va être un vol quotidien au niveau de Benghazi à Tripoli. Tripoli plutôt. Hein. Tripoli. Même à Benghazi, c'est des vols quotidiens? Non. C'est surtout Tripoli. On va commencer, voilà, Tripoli, ça va être un vol quotidien. Sur Benghazi, on va commencer 2-3, et si la demande y est, on va passer vers un vol quotidien aussi. Une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Vous avez évoqué cette question de sécurité et de sûreté. Et en journaliste professionnel qui se respecte, ayant devant moi Sikhal Cheli, le président directeur général de la Tunisair, je ne peux pas ne pas vous poser la question par rapport à cet incident vraiment honteux qui a eu lieu la semaine dernière sur le vol Tunis-Istanbul. Il y a eu une bagarre qui a été filmée et malheureusement, c'est Khaled, il n'y a rien à vous reprocher là-dedans, hein, mais malheureusement pour nous, pour notre image en tant que Tunisiens, en tant que peuple tunisien, la vidéo, elle a fait le tour du monde et elle nous fait honte. Alors, est-ce que d'habitude vous êtes un professionnel du secteur, vous êtes quelqu'un qui a une longue expérience, vous avez plus que 25 ans 28 ans de service. Est-ce que ce genre d'incidents, d'accidents sont fréquents, peuvent arriver n'importe où, sur n'importe quel avion, avec n'importe quelle compagnie aérienne, avec n'importe quel peuple? Et quand ça arrive, comment est-ce qu'on doit réagir pour contenir la situation qui est très périleuse? On est dans un appareil, suspendu dans l'air. Non, effectivement. L'appareil ce jour-là n'était pas. Je sais. L'appareil ce jour-là n'a pas encore décollé. Oui. Mais qu'est-ce qui empêcherait qu'une folie pareille puisse arriver alors que le pilote est en train de piloter son avion et que l'avion est suspendu dans l'air? Je suis tout à fait d'accord. Dans tous les cas, vraiment, c'est choquant. choquant. Et toute la honte est à ces citoyens, à ces concitoyens qui ont fait ça. Oui. La compagnie n'assume aucune responsabilité là-dedans. Mais comment est-ce que vous faites face à ce genre de... Dans tous les cas, moi aussi, je déplore cet incident parce qu'il a fait le tour du monde. Donc, pas mal, de collègues m'ont appelé pour me dire qu'est-ce qui se passe. Bon, juste pour clarifier un point.
heureusement que cet incident n'avait rien à voir ni avec la sécurité, parce que si tel incident a éclaté et donc l'avion était en vol, donc on aurait peut-être eu quelques problèmes. Ce n'était pas catastrophique, mais on aurait peut-être agi autrement, dans le sens que c'est tout le PNC devrait intervenir pour neutraliser les deux en même temps. D'accord. Parce que nous avons des consignes de sûreté et sécurité Bien sûr, qui sont fermes. Si un incident survient au moment du vol, nos PNC sont formés pour neutraliser les éléments perturbateurs. Donc, il n'y a rien à craindre par rapport à ça. Ils sont assez outillés pour le faire aussi. Ils sont outillés dans le sens, on n'a pas d'outils, mais on a une formation qui est faite pour les PNC hommes. Nous avons aussi, donc on est outillé par rapport le dialogue, la négociation avec les éléments perturbateurs. Mais dans le cas où il y a de la violence... C'est-à-dire soft skills and hard skills, les deux à la fois. D'accord. At the same time. Parce que c'est pas toujours le hard qui va... C'est pas toujours les muscles Non. Souvent avec quelques mots, on peut pratiquement régler le problème, neutraliser la situation. Mais heureusement que c'est un incident qui est survenu quand l'avion était toujours cloué au sol à l'escale de Istanbul. Nos PNC ont essayé d'intervenir, mais apparemment ils n'ont pas réussi à calmer, parce qu'il y avait quelqu'un, on ne va pas citer la dame, il y avait quelqu'un qui était tellement excité. Hors de tout contrôle. Oui. Voilà, hors de tout contrôle. Il n'y a pas eu l'intervention du commandant de bord, parce que l'intervention du commandant de bord n'intervient que s'il y a un problème de sécurité au niveau de l'avion. Donc c'était la responsabilité du PNC d'intervenir, chose qu'ils ont essayé de faire. Heureusement, tout le monde s'est calmé après. Maintenant, en tant que compagnie aérienne. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Ce genre d'individus, est-ce qu'ils sont toujours les bienvenus? Est-ce qu'ils sont toujours tolérés sur les appareils de la Tunisair dorénavant? Dorénavant. Donc, ce que nous avons fait, c'est d'avoir intenté une action en justice contre tous ceux qui ont provoqué cet incident et en même temps provoqué le retard qu'a subi notre avion. Parce que le retard coûte de l'argent. Donc, on a intenté une action en justice et en même temps, on va mettre en place une nouvelle procédure qu'on va négocier avec la tutelle pour classer les éléments perturbateurs. Parce que ce n'est pas le premier incident qu'on a connu au niveau de Tunisair. Celui-là, donc, il a fait le tour du monde parce qu'il y a eu quelqu'un qui a filmé, mais souvent, il y a d'autres, incidents qui ont survenu, moins, virulents que nous avons vécu. Mais juste pour votre information et pour l'information, de l'audience, il y a énormément de problèmes. Ce n'est pas seulement au niveau de Tunisair, mais il y a un site. Donc, je vais peut-être vous envoyer donc, le lien, là où on publie tout ce qui se passe au niveau des bizarreries qui peuvent subvenir. Il y a des bagarres, il y a des bagarres qui ont éclaté ou qui éclatent au niveau de certains vols, au niveau de certaines compagnies aériennes. On dirait que l'avion ne va pas continuer son vol. Mais subitement, donc, l'incident, il est vite contrôlé. Les passagers, ils se calment. Ils se calment. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On le déplore. C'est inacceptable. C'est l'image de la Tunisie. Mais ça arrive pratiquement au niveau de pas mal de compagnies aériennes. Malheureusement, nous, les Tunisiens, on est devenus les champions du monde pour... tout diffuser, que ce soit, ça c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Je rappelle que mon invité, c'est Sikhal Tcheli, le nouveau président directeur général de la Tunisair depuis un mois. Ma toute dernière question, Sikhal Tcheli, on passe très très vite avec vous et avec la Tunisair. Est-ce qu'il va y avoir bientôt application de l'Open Sky et est-ce que c'est une décision qui profite à la Tunisair? Bon, l'Open Sky, prêt? On n'est pas prêt. Pour être honnête, Tunisair, on a essayé de retarder l'Open Sky depuis 2014. Parce que depuis 2014, donc, parmi les conditions que nous avons, posées,
c'était le redressement tunisien avant l'ouverture du ciel. Il est inadmissible de mettre des opérateurs sur un même marché, mais avec des armes différentes. Après la Révolution, tout le pavillon national tunisien, il n'y a pas seulement tunisien, que ce soit tunisien, Nouvelle-Aide, on a vécu, disons, des moments très difficiles, des situations financières catastrophiques, on n'était pas prêt pour l'Open Sky. Donc, parmi les conditions et nos exigences, c'était de redresser Tunisien et juste après de parler de l'Open Sky. À cette époque, on a eu des promesses de la part de la partie européenne qu'ils vont, disons, aider la partie tunisienne et les autres compagnies à faire le redressement et juste après procéder à l'ouverture. Chose malheureusement qui n'a pas été faite. Donc, encore une fois, l'Open Sky pour le moment sera difficile de conséquences pour Tunisair. Ça sera fait à partir de quelle date? Non, il n'y a pas de date et ce n'est pas la faute de la partie tunisienne parce que la Tunisie, pratiquement, on a terminé tout le processus. Oui. Ça a été retardé, disons, à cause de la partie européenne parce qu'il y avait la question du Brexit. Quand ils ont entamé les négociations du Brexit, la question c'était est-ce que la Grande-Bretagne, ils ont pratiquement finalisé cette histoire. On attend de la partie européenne de finaliser le projet chez eux parce qu'il y a pratiquement 28 pays qui doivent ratifier et juste après revenir par rapport à la signature. Monsieur le ministre il a annoncé hier que ça va être fait peut-être le mois prochain, mais ça ne va pas tarder plus que 2-3 mois. Il y a une certaine garantie pour Tunisair quand on a exclu l'aéroport Tunis-Carthage de l'Open Sky. Donc l'aéroport Tunis-Carthage ne va pas accueillir les low cost pendant 5 ans. Une période qu'on juge, disons, plus ou moins suffisante pour nous permettre de faire le redressement, bien que la concurrence sera très rude sur le Fida, Monastir et Gerba. Oui, effectivement. Et il va falloir... En attendant qu'on ouvre les 2 autres aéroports aussi, Tabarka et Tozor, n'est-ce pas? Pour être honnête, Tabarka, ça va être très difficile qu'il y aura des compagnies aériennes qui vont opérer sur le Tabarka, parce qu'il n'y a pas réellement un produit qui s'appelle Tabarka. Il y a quelques hôtels. Les hôtels à eux seuls ne peuvent pas, disons, générer du trafic. Ça dépendra de la stratégie du ministère du Tourisme. Oui, on va voir. Donc, pour résumer, l'Open Sky, ça va être une expérience assez dure, assez difficile pour la Tunisie. De toute façon, je vous souhaite bonne chance. Je crois. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour l'invitation. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Il y aura du nouveau, parce que vous allez commencer le travail avec les négociations et le travail en atelier avec les commissions à partir de la semaine prochaine. Dès que vous arriverez à un résultat concret, vous êtes toujours le bienvenu ici, dans nos studios, pour en parler, toujours pour soutenir la compagnie nationale, notre gazelle nationale. Je vous souhaite encore une fois, vous et toute la famille de Tunisair, un très bon ramadan. Merci Faisal Leli, merci Sofiane Benjima. Est-ce qu'on peut écouter une dernière chanson, Faisal, avant de clôturer l'émission? Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so